va démarrer. Bien qu'il y ait des chaises vides encore, je pense que tous les gens qui doivent participer sont là. Ok, bah écoutez, je vous souhaite une nouvelle fois, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, bienvenue au Festival de la Nuit de la Philosophie, pour sa 3e édition en France, édition à Rouen, et qui est présente cette année dans 5 villes différentes. Un des moteurs essentiels du Festival des Nuits de la Philosophie, c'est de remettre la philosophie dans une posture centrale, dans une position centrale, à la fois dans nos vies quotidiennes et aussi dans la société, pour à la fois ouvrir les esprits et favoriser la liberté de penser. Dans ce sens, le festival se veut l'écho et aussi la promotion de la Journée mondiale de la philosophie qui a été instaurée par l'UNESCO en 2005 et qui depuis se tient chaque 3e jeudi du mois de novembre, donc c'était jeudi dernier, il y a 3 jours. Et qui sera bien sûr pérennisé chaque année. Donc le festival donne un petit peu d'ampleur à cette journée qui est un petit peu étouffée. Le festival rappelle, entre autres, que la philosophie contribue à une meilleure compréhension du monde et de ce fait promeut la tolérance et la paix. Il rappelle également que, comme le dit l'UNESCO au travers de la voix de sa directrice, Madame Azoulay, et je vais la citer, elle dit « La philosophie n'est pas seulement une science millénaire, nourrie de traditions du monde entier, c'est un exercice vivant qui permet d'interroger le monde et de le concevoir tel qu'il est, mais aussi tel qu'il pourrait ou devrait être. Et pour construire ce monde meilleur, pour cheminer vers un idéal de paix, nous savons devoir adopter une démarche philosophique. » Du coup, notre souhait au sein du festival, c'est que cette mosaïque d'intervenants et de partenaires qui la composent puisse éclairer ce qu'est la philosophie et permettre à tous ceux qui sont en quête de sens, aussi bien au niveau individuel que collectif, de tisser des liens dans la ville, dans notre environnement propre, pour partager et incarner des valeurs humanistes universelles. Voilà le programme. Et je vais céder la parole à Charles et son compagnon, Théo, donc pour l'activité de ce soir, parce que nous intervenons du jour. Avec eux va s'achever le festival 2023 des Nuits de la Festival, des Nuits de la Philosophie. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine, si vous le voulez bien. Bon festival. Merci. Comment ? Il y a clairement une peur du premier rang. Il y a une souffrance au premier rang. Peut-être qu'au fur et à mesure, ça va venir. Oui. Bon, bienvenue à tout le monde. Pour parler de la souffrance un samedi à 17h. Il y en a qui sont motivés. Déjà, je suis content de faire cette conférence ici. C'était ma toute première conférence ici, il y a quelques années. Du coup, ce lieu, il est un peu particulier pour moi, parce que j'ai fait de la philo aussi ici, à l'école de philo. Et donc, je vais faire cette conférence avec Théo. Je ne sais pas si tu veux te présenter. Oui, donc moi, c'est Théo Justine. Voilà, on travaille ensemble avec Charles depuis maintenant peut-être un petit peu moins d'1 an, je dirais. Depuis 6-8 mois. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. et voilà, on accompagne, notre travail au quotidien, c'est d'accompagner les personnes qui sont justement en souffrance. Notre expertise, c'est qu'on les aide à trouver la cause profonde de leur mal-être pour qu'ils puissent s'en libérer durablement. Donc voilà, on va expliquer tout ça en détail. Ouais. Et pour la petite histoire, en gros, on ne se connaissait pas il y a 8 mois. Et on avait dû échanger 3 messages Facebook, et puis il y a eu un message Facebook, on s'est appelé, on a vu qu'on était un peu sur la même longueur d'onde, on a mangé ensemble une fois avant, et 2 semaines après on fermait nos entreprises respectives, puisqu'on accompagnait déjà, et on s'est dit, bah allez, on en fait une à 2, et on en a créé une tous les 2. Donc voilà pour la petite histoire. Et aujourd'hui on fait une conférence à 2, donc c'est top. Comme l'a dit Théo, donc notre métier c'est d'accompagner des gens. Je sais qu'on est tous les deux, on a tous les deux beaucoup souffert de ça quand on était plus jeunes, c'est de ne pas comprendre pourquoi on souffrait. D'une part, il y avait la souffrance de certains symptômes, et surtout il y avait l'incompréhension, de dire mais en fait je ne comprends pas pourquoi je vis tel truc, pourquoi je suis fatigué, pourquoi je vis de l'anxiété,
Et puis même en testant des choses, en faisant des pratiques, des techniques, en me faisant accompagner, des fois il y avait des résultats, mais en fait ça ne tenait pas dans le temps en fait. Et en fait à chaque fois moi j'arrivais à la conclusion que en fait le problème c'est moi. Si j'ai testé 20 trucs, j'ai testé l'hypnose, j'ai testé la PNL, j'ai testé la thérapie, j'ai testé machin, si tous ces trucs là ne marchent pas, et je suis pas en train de critiquer ça et de dire c'est nul l'hypnose, et nous ce qu'on fait c'est génial, mais c'est pas parce qu'une pratique, une technique ou un accompagnement ça marche pas que ça veut dire que c'est nous le problème. Et moi je sais que j'ai beaucoup souffert de ça, c'est de me dire en fait Charles il y a un truc qui cloche avec toi. Je sais pas si vous connaissez le film Truman Show avec Jim Carrey, où en fait il est dans une télé-réalité à taille réelle, mais c'est le seul qui n'est pas au courant. Il est né dans une télé-réalité et tout son environnement c'est des acteurs. Et lui il commence à découvrir au fur et à mesure du film la supercherie et à voir qu'en fait tout est dicté par le producteur, le grand Manitou, qui lui envoie sa femme, une tuile au travail, etc. Et moi, j'étais vraiment dans ce truc-là de me dire, mais en fait, un jour, je vais voir que tout ça, c'est un décor. Mais j'avais vraiment ce truc-là de, on va venir sonner à ma porte et me dire, c'est bon Charles, la vie peut commencer maintenant, tu vas arrêter de souffrir. Et en fait, c'était une grosse blague. Et maintenant, tu peux commencer ta vie. Et c'est jamais arrivé, évidemment. Et donc, c'est devenu un peu une obsession chez moi de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'un être humain pouvait souffrir. Et comment il pouvait faire, évidemment, pour s'en libérer, parce qu'on ne va pas que parler de comment il fait pour souffrir. Oui, ça va, vous avez déjà le mode d'emploi pour ça. Ça va. Donc, en gros, voilà le programme de la conférence. Si vous avez des questions pendant, n'hésitez pas, vous levez la main. Nous, on fait souvent en ligne des conférences avec Théo, présentiel pas du tout, c'est notre première, mais en ligne, on fait souvent. Et là, on est content d'avoir des vrais gens. Ouais. Ah ouais. Ça fait du bien. Donc, si en plus, c'est des vrais gens qui ont des questions, alors là, pour nous, c'est juste royal. C'est ça. On va beaucoup se servir, enfin, je vais beaucoup me servir du tableau, donc si jamais les gens au fond, vous ne voyez pas, vous me dites. En plus, on a la pression, puisqu'apparemment c'était très bien avant la conférence. Merci Audrey. Avant c'était ici. Donc t'as intérêt à. C'est la dernière. Tu m'as choisi. En plus, c'est la dernière. Moi, du coup, il y a un des trucs qui m'a aidé à comprendre un peu ma souffrance, c'est de passer d'une vision de l'être humain monolithique ou monofacette à un être humain multifacette. C'est-à-dire que je me suis rendu compte déjà que au-delà de qui on croit être, par exemple Charles il est sportif, il est généreux, il est intelligent, il est un peu con parfois et puis il est ça c'est un peu l'image qu'on a de nous, mais au-delà de ça en fait on est bien plus que ça et on a toutes les facettes en nous. On a la facette généreuse radin, on a la facette superficielle profonde, on a la facette triste joyeux, on a tout en nous. Apparemment le conférencier d'avant a parlé des bébés. Justement un bébé, lui il a accès à toutes ces facettes et il ne se pose pas la question avant d'exprimer quelque chose, tiens est-ce que cette facette elle est bien? Il ne va pas se dire tiens est-ce que c'est pertinent que je sois triste là, est-ce que j'ai une bonne raison d'être triste là? Non en fait il est triste, il pleure, il crie, vous allez peut-être entendre le fils de Théo pleurer pendant la conférence. Bon lui tu peux lui dire arrête de pleurer, la tristesse c'est mal, il s'en fout, lui il va pleurer et puis c'est... Et donc en fait on est tous des êtres multifacettes, donc ça c'est ce qui va représenter l'humain dans le schéma que je vais vous présenter aujourd'hui. Et imaginez que dans cet humain du coup, il y a des dizaines et des dizaines de petites facettes comme ça, donc par exemple égoïste, altruiste, le joyeux, le triste, etc., etc. Donc les émotions qu'on peut vivre, les traits de caractère qu'on peut avoir. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ça en tant qu'enfant c'est le cas, on est juste spontané, sans filtre. Dès qu'on a un élan à l'intérieur, on l'exprime à l'extérieur. En tant qu'adulte, c'est un peu plus compliqué. Il y a plein de parts de nous dont on s'est séparé, plus ou moins consciemment, parce qu'on nous a dit que cette part-là, elle n'était pas bien, par exemple, que ça faisait du mal aux autres, qu'il fallait être gentil et pas méchant, que la générosité c'était bien, mais l'égoïsme c'est pas bien. Du coup, tu te retrouves à 40 ans et puis tu te dis être égoïste c'est pas bien, donc penser à moi c'est pas bien, puis tu es toujours tourné vers les autres, par exemple. Et donc, on s'est séparé de plein de facettes de nous. Donc, le bébé, je vous l'ai dit, il est
connecté naturellement à toutes les facettes. En fait, il a toutes les cartes dans son jeu, et en fonction de n'importe quelle situation, il sort la carte qu'il faut à chaque fois. Donc tu vas dans une cour d'école maternelle, des enfants qui ne sont pas encore ni trop traumatisés, ni trop conditionnés, ben, en fait, il n'y a que de la vie partout. Alors ça rit, ça pleure, ça crie, ça voilà, mais c'est juste de la spontanéité en bas, c'est tout. Et on peut tout faire même pour essayer de casser ça, on va y arriver au bout d'un moment, de toute façon, on va le voir pendant la conférence qu'à un moment donné, on a bien cassé notre spontanéité, mais un jeune enfant pas encore conditionné, c'est ça. Et du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent avec Théo, on dit que un enfant de 2 ans, il n'a pas de problème de procrastination, il n'a pas de problème de dépression, il n'a pas de problème d'anxiété, il n'a pas le problème de « oh, c'est difficile de faire des choix », il n'a pas de problème de « mais qu'est-ce que je veux faire dans la vie ?» Non, en fait, je sais pas, il voit un ballon, il court, il joue, il a envie de faire de la flûte, il fait de la flûte, juste, il est naturel et spontané. Et du coup, je ne sais plus du tout où je voulais en venir. Bref, il a accès à toutes ses facettes et donc à ses ressources naturelles, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que son énergie naturelle, elle est là, sa confiance naturelle, elle est là, sa joie naturelle, elle est là, et en fait, nous, c'est pareil. À l'intérieur de vous, là, maintenant, même si aujourd'hui, je sais pas, vous vous dites, moi, la joie, en ce moment, dans ma vie, c'est pas... Voilà. Mais votre joie naturelle, elle est à l'intérieur de vous. Pareil pour votre énergie. Vous pourriez vous dire, moi, en ce moment, ça fait 1 mois qu'il pleut à Rouen, je suis déprimé, je suis fatigué, j'ai pas d'énergie. En fait, si, vous avez de l'énergie. Par contre, on est plus ou moins coupé de nos ressources naturelles. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui va générer des symptômes. Voilà. T'es fier de toi? Mais c'était l'illustration d'un Là, impossible de le conditionner pour le coup. Tu vas y arriver, je pense. Tu vas y arriver. Dans 2 ans, il fera plus ça. Il l'aura suffisamment traumatisé pour que ça ne se produise plus. Et donc, ce qui va se passer à un moment donné, c'est que on va vivre des traumas. Donc des traumas, déjà on va définir ce que c'est trauma. Je pense que vous êtes tous conscients que ça peut être, je sais pas, la perte d'un proche, une agression, un viol, un divorce. Ça peut évidemment être dans l'enfance et c'est là où c'est le plus impactant, mais ça peut être adolescence, âge adulte. Moi j'ai vécu un trauma il y a 1 an et c'est pas parce que j'ai 31 ans que je peux plus vivre de trauma. Et donc les traumas, ça peut être des événements comme ça, mais ça peut être aussi des événements hyper anecdotiques. Ça veut dire que moi, je sais plus, 5e ou 4e, j'étais en cours d'histoire géo, je me rappellerai toujours avec monsieur Levaudet, il s'appelait, mais en plus j'adorais ce prof, et il parle de la préhistoire. Et moi j'avais vu un reportage sur la préhistoire la veille, et dans un élan super spontané, totalement insouciant, je dis ouais, moi j'ai vu un reportage sur la préhistoire. Et là, il me dit oui, et alors? Et là, toute la classe se marre. Et là, moi, je me suis senti profondément humilié et rejeté par un professeur en plus que j'adorais. C'est pas lui qui a été méchant, c'est pas lui qui a fait que j'ai été blessé, mais moi, ça m'a profondément blessé. Là où peut-être Françoise, elle serait passée à autre chose 5 secondes après. Audrey, peut-être ça l'aurait ennuyé pendant 20 minutes, puis après, elle serait passée à autre chose. Moi, 20 ans après, je m'en souviens encore. Et donc trauma, soit, moi j'appelle ça des traumas bruyants, c'est-à-dire je vis le décès de quelqu'un par exemple, ou des traumas silencieux, et c'est encore plus sournois, c'était des petits trucs qu'on nous a dit, qu'on a fait, qui pour 150 personnes ça leur aurait rien fait, mais moi ça m'a juste plombé intérieurement. Il y a un truc en moi qui s'est cassé. Les traumas ça peut aussi être positif et négatif, c'est-à-dire un trauma positif, c'est quelque chose qui m'arrive. Un trauma négatif, c'est justement quelque chose qui ne m'arrive pas et que j'aurais aimé qu'il m'arrive. Par exemple, toute mon enfance, j'ai pas eu de câlin de mes 2 parents. Alors ça, c'est un trauma négatif. C'est-à-dire, c'est l'absence de quelque chose, c'est des besoins que j'avais en tant qu'enfant, par exemple, qui n'ont pas été nourris. Et ça aussi, ça traumatise. Et c'est aussi un peu vicieux parce que c'est difficile de se rendre compte, si j'ai vécu la mort de mon père, c'est facile d'identifier, oui, c'est normal, je serais triste, j'ai vécu la mort de mon père, mais quand tu as vécu un truc silencieux comme ça et négatif, c'est pas la même chose. Et il y a aussi les conditionnements. Les conditionnements, c'est pas des traumas, mais c'était des règles, c'est des règles un peu implicites qui n'ont pas forcément été dites, mais qui nous ont fait comprendre que
cette part de là, de nous, elle est bien, cette autre part de nous, elle est mal. Pour vous donner un exemple, mon père, régulièrement, quand on était à la maison, il disait de mon grand-père que c'était un salaud de riche égoïste. Donc moi, ça ne m'a pas traumatisé du tout. Enfin, c'était pas plaisant pour moi. Mais moi, j'ai enregistré avoir de l'argent, c'est mal. Ça veut dire qu'on est égoïste et qu'on pense qu'à sa gueule. Donc c'est pas un trauma, mais c'est aussi quelque chose qui fait que je me suis séparé à un moment donné d'une partie. Ou un autre exemple, parce que c'est même pas ce qui est fourbe avec ça, c'est que c'est pas forcément des choses qu'on nous a dites. Des fois, c'est juste des trucs qui étaient implicites. Par exemple, ma mère, dans l'appartement, elle ne voulait pas qu'on marche pieds nus. Parce que si on marchait pieds nus, ça faisait un peu plus de bruit que si on marchait en chaussons, et du coup, ça allait gêner les voisins du dessous. Vous allez vous dire, bon, bah, c'est quoi le problème avec ça? En fait, moi, j'ai enregistré, fais pas trop de bruit, ça dérange. Donc quand 10 ans plus tard tu veux faire une conférence, fais pas trop de bruit, ça dérange, c'est un peu à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris malgré toi. Ou ça peut être aussi un truc du genre, mes parents fermaient à double tour à chaque fois la maison. Là tu peux très bien enregistrer, le monde extérieur est dangereux. Donc c'est pas eux qui t'ont dit ça, mais toi t'as enregistré ça. Et donc ce qui se passe au moment d'un trauma... Excuse-moi, Ouais. vous n'avez pas parlé de trauma positif? Donc trauma positif, c'est quelque chose qui t'arrive, c'est un événement. Ah. Et négatif, c'est Pas négatif, je vois, mais... c'est quelque chose qui t'est pas arrivé, tu vois. Ah, ok. Ça va? Ok. Ouais. En fait, si on peut aller plus loin dans le trauma, c'est tout simplement quelque chose, un trauma négatif, c'est quand on perçoit que quelque chose ou que quelqu'un nous apporte plus de mal que de bien. Trauma positif, c'est juste la perception que quelqu'un ou que quelque chose nous apporte plus de bien que de mal, tout simplement. Ouais. Et un trauma, ça n'a rien à voir avec l'événement en question, ça a à voir avec notre perception de l'événement. L'événement en lui-même, il n'a aucun pouvoir sur nous. Rien dans le monde n'est capable de nous traumatiser. Par contre, la perception qu'on va en avoir va pouvoir nous traumatiser. Et donc, ce qui se passe au moment du trauma, c'est que je vais me séparer d'une partie de moi. Hop, je vais la mettre en dehors de mon système parce que je vais considérer que cette partie-là, elle m'a fait souffrir. C'est une mauvaise partie. Alors ça peut être tout simplement, j'ai exprimé une partie de moi et à ce moment-là, ça n'a pas été validé par l'extérieur, donc j'en ai conclu que cette partie-là n'était pas aimable. Et donc si je rentre de l'école, c'était mon premier jour d'école, je suis hyper triste, j'ai passé une journée catastrophique. Je me suis pas entendu avec la maîtresse, je me suis fait embêter par un camarade et tout ça. Je rentre dans la voiture, j'ai les larmes aux yeux, j'attends que ma mère me fasse un gros câlin, et là, elle a passé une sale journée, elle me dit, bon maintenant, tu sèches tes larmes, regarde ta petite sœur qui est derrière, elle est plus jeune que toi, elle pleure même pas, donc remballe ta tristesse. À ce moment-là, j'enregistre, la tristesse c'est mal, je ne suis pas aimé quand je suis triste. Et il y a notre système de survie à l'intérieur de nous, qui veut qu'on continue à vivre, du coup, qui va dire, il va faire une équation très simple, c'est plus jamais ça. Je ne veux plus jamais revivre ce que je viens de vivre. Être dévalidé par ma mère, c'est juste trop émotionnel pour moi. Quel est le moyen le plus simple? La tristesse, on va la mettre en dehors. Et je ne vais plus exprimer ma tristesse. Pendant les mois, années qui vont suivre, ça va être cool. Parce que ça va m'éviter, moi, d'être reconfronté à ça et de revivre la même situation. Par contre, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, quand je refuse et que je mets ma tristesse en déni, que je montre tout le temps le masque de celui ou celle qui va bien, que même quand on me demande ça va alors que je suis en dépression, on me dit oui, ça va, ça va. Là, la souffrance, elle commence à arriver. Et tout ça, c'est dû à un trauma de 30 ans d'avant, dont je me souviens même plus, qui m'a fait comprendre que la tristesse, c'est cacaboudin, on met à la poubelle. Donc ça peut être soit une partie de moi que j'ai exprimée, ou une partie de quelqu'un d'autre qui a été exprimée. Je sais pas si toi tu veux donner un exemple sur l'exemple que tu donnes peut-être souvent. On peut avoir justement l'exemple d'une personne qu'on a accompagnée, ce qu'elle a pu nous dire que l'un des grands traumas qu'elle avait vécu, c'était justement attendre que son père vienne la chercher à l'école.
Et elle a attendu, son père ne venait jamais la chercher à l'école. Elle a attendu 1 heure à la sortie de la grille. Son père n'est toujours pas venu, il est venu au bout d'1 heure et demie. Résultat, elle, ce qu'elle a enregistré au bout d'1 heure et demie quand elle le voit arriver, c'est en fait, il est égoïste, il a pensé qu'à lui, il n'a pas pensé à moi, et moi j'ai été submergé par une vague de tristesse. Donc du coup, à ce moment-là, la perception qu'elle a de son père, c'est il est égoïste. Donc elle, à ce moment-là, elle se dit, en fait, l'égoïsme, c'est pas bien, parce que du coup, si je suis égoïste, du coup, je vais rendre le monde triste. Et c'est absolument pas son but. Donc du coup, elle a mis en déni cette partie, qui est l'égoïsme. Et voilà. Et donc évidemment, c'est encore plus prégnant quand on est jeune enfant, parce qu'à ce moment-là, on a tellement besoin d'être validé, aimé par nos parents, notre maîtresse, nos copains, etc., qu'on va troquer notre authenticité contre de la validation extérieure. C'est-à-dire, du coup, je te donne une part de mon authenticité, parce qu'apparemment, avec toi, je ne suis pas aimé quand j'exprime ça. En échange, aime-moi. Donc c'est ce qui se passe sans qu'on s'en rende compte, évidemment. En fait, on se construit une espèce de nous idéalisé de qui il faudrait être pour être aimé. Vous vous rendez compte du truc? En fait, on fait de la pâte à modeler avec nous. C'est, alors quand j'exprime ça, tu m'aimes pas? Bon attends, ça je vais le rentrer, puis ça, ça t'aime bien quand je fais ça? Parce que ça peut être aussi des trucs où on vous a dit, Charles par exemple, lui c'est un sportif. Du coup, moi, j'étais très content, quoi. C'était validé quand j'étais un sportif. Et du coup, j'adorais montrer l'image du gars sportif. Même quand j'avais pas envie de faire de sport, je faisais comme si j'avais envie de faire du sport pour être validé par l'extérieur. Donc là, jusqu'ici, ça va. Imaginez, là, on a fait l'exemple de la tristesse, mais on a fait ça avec des dizaines de parties de nous. C'est ça. Oui. Sur les milliers qu'on a, en fait, on croit qu'on en a peut-être gardé, on a fait le tri, on en a 25 qu'on a gardé, et puis il y en a 10 000, on les a mis à l'extérieur parce que c'était des mauvaises parties. Et ce qui se passe aussi, généralement, c'est qu'au moment du trauma, il y a une charge émotionnelle qui va se créer. Donc le principe du trauma, c'est je vis une intensité émotionnelle, c'est très fort pour moi, je me prends une vague, mais mon système n'est pas en mesure de se laisser traverser par toute l'émotion. Imaginez que l'émotion, j'ai 50 litres de tristesse à pleurer. Parce que je viens de perdre mon petit frère. Voilà, il est mort, j'ai une émotion qui doit me traverser de 50 litres. Mais moi, j'ai 7 ans, mon petit frère vient de mourir, je ne suis pas en mesure de me laisser traverser par 50 litres, c'est trop intense. Si je vivais tout ça, je mourrais sur le champ. Donc je vais vivre, disons, 10 litres. Ça équivaut à, je vais juste pleurer pendant 10 jours, et voilà, j'ai vécu 10 litres. Puis je vais peut-être repleurer 2 litres quelques jours après, et voilà. Mais, du coup, il me reste 40 litres que je n'ai pas vécu. Et parce que il faut continuer, la vie continue, il faut aller à l'école, voilà. Je ne vous fais pas le tableau, vous avez compris. Et donc, n'importe quelle émotion qui n'est pas vécue, elle est stockée dans le corps. Okay, une émotion, le but d'une émotion, c'est de nous traverser. Tu as une émotion, si tu te laisses traverser, elle ne revient plus. Tu as une émotion, si tu ne te laisses pas traverser, elle revient. La semaine d'après, le mois d'après, et tu vas avoir toutes les circonstances de ta vie qui vont conspirer pour t'aider à vivre cette émotion. Parce qu'elle a besoin d'être vécue, elle a besoin d'être libérée. Et évidemment, vous imaginez qu'avoir une charge émotionnelle de 40 litres de tristesse à l'intérieur de soi, c'est lourd. Quand tu as 40 litres à transporter tous les jours, c'est lourd. Déjà, on peut faire un lien avec, je suis fatigué, je vis de la fatigue chronique. Ah oui, parce que quand tu as de l'émotionnel non vécu à l'intérieur de toi, déjà, c'est un peu compliqué. Évidemment, il y a d'autres raisons à la fatigue, mais le vécu des émotions et les traumatismes, c'est une des causes numéro 1 de qu'est-ce qui fait que j'ai de l'énergie ou pas d'énergie. Donc la charge émotionnelle, elle va se créer. Et puis, j'ai des symptômes qui vont commencer à apparaître. Donc des symptômes, ça peut être des symptômes physiques. Donc j'ai des maux de tête, je suis fatigué, je vis de l'anxiété, j'ai du mal avec mes émotions, ça peut aller jusqu'à la maladie. Et en gros, il y a des symptômes physiques qui vont commencer à apparaître. Parce que je me suis séparé d'une partie de moi et j'ai une charge émotionnelle qui entoure cette partie de moi.
Et toute énergie qui est stockée dans le corps, ben, en fait, ça va provoquer des dérèglements et ça va créer des symptômes. Donc ça peut être des symptômes physiques, ça peut être des symptômes non physiques, voilà, ou psychologiques ou autres. Donc par exemple, j'ai des ruminations ou j'ai des pensées de suicide, par exemple. Ça, c'est un symptôme. Ça peut être, j'arrive pas à faire des choix dans ma vie, à chaque fois que j'ai un choix à faire, ben, en fait, je tergiverse et puis je fais un non-choix, puis j'attends que la vie décide à ma place. Ça, c'est un symptôme aussi. Et tout un tas de symptômes non physiques qui vont se développer. Je vais aussi avoir des réactions incontrôlables. C'est-à-dire, on va me dire un truc, un petit truc comme ça, un petit détail, et moi je vais avoir une réaction complètement disproportionnée à ce qui vient d'être dit, ou d'être fait, ou d'être pas fait. Donc je sais pas, par exemple, je suis chez moi le soir, il y a ma femme qui rentre, ou plutôt la femme est là, le mari rentre, c'est mon côté machiste, je vais utiliser un exemple. Et puis d'habitude le mari fait toujours un bisou à sa femme en rentrant. Et là il fait pas de bisou. Et là peut-être que la femme, mais évidemment on pourrait inverser, elle va se dire ah ben en fait il m'aime plus. Donc c'est évidemment pas la réalité c'est juste il m'a pas fait de bisou. Donc on pourrait se dire voilà c'est juste un petit détail, mais elle, ça va réactiver sa charge émotionnelle qui est là, et en fait ça va devenir la fin du monde pour elle, ça va être il m'aime plus, peut-être qu'il faut qu'on se sépare, et puis peut-être que du coup je vais avoir envie de lui crier dessus, puis dire attends mais tu te fous de moi, tu te fais toujours un bisou, et puis là voilà. Donc en gros à ce moment-là je vais avoir une réaction incontrôlable. Il y a plein d'exemples comme ça, mais vous savez les moments où on se dit, après coup on se dit mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Je comprends pas, puis souvent on s'en veut en plus. Hein. Non seulement on a une réaction qui est souffrante pour nous, et en plus on se tape sur la tronche parce qu'on a eu cette réaction qui par définition était incontrôlable. Donc il y a ça, et puis il y a aussi les fameux schémas répétitifs. C'est-à-dire qu'on va vivre, à chaque fois, on va revivre les mêmes situations en boucle. Par exemple, j'ai vécu un abandon quand j'avais 6 ans. Mon père est parti de la maison quand j'avais 6 ans. Et du coup, depuis, je tombe que sur des relations amoureuses où le mec il m'abandonne. Et puis, je fais un pique-nique à la plage. Et à un moment donné, je me retrouve toute seule, tout le monde est parti. Et à ce moment-là aussi, je me sens abandonné. Et en fait, toute la vie va conspirer à remettre en scène la bonne pièce de théâtre pour que je sois reconfronté à ma charge émotionnelle. Donc ça c'est un peu le... Puis Théo, je pense que tu vas pouvoir en parler là, c'est un peu le... Enfin c'est pas un peu, c'est l'effet miroir. Ça veut dire que tout ce que tu vas voir à l'extérieur va te renseigner sur ce que tu mets en déni à l'intérieur. Donc ce que tu refuses chez toi, la part que tu refuses, ce que tu veux surtout pas être, tu vas faire que la voir dans le monde à l'extérieur. Par exemple, quelqu'un qui refuse sa violence et qui veut être que non violent, bah lui, quand il va se lever le matin, il va voir que de la violence partout. Il va voir que ça, à travers le voisin, à travers le journal télévisé, à travers le compte garagiste qui a fait je sais pas quoi. Ce qu'il refuse à l'intérieur, il va le voir à l'extérieur. Tu voulais rajouter un truc toi par rapport au... Ouais, et ça justement, c'est ce qu'on appelle ne plus avoir son pouvoir. C'est ce qu'on appelle justement être pris justement dans ce que le docteur Cartman a appelé le triangle de Cartman, où justement je reproche à quelqu'un d'être mon persécuteur, j'attends un héros, et moi je suis la victime. Et la reprise du pouvoir d'une personne va arriver au moment justement où elle va arrêter de regarder sa vie à travers, j'ai envie de dire, une fenêtre, mais lorsqu'elle va commencer à la voir à travers un miroir justement, c'est-à-dire la violence que je vois dans le monde, en fait, elle m'indique qu'il y a une violence en moi qui est réprimée. La méchanceté que je vois dans le monde et qui m'affecte chez ma femme, chez le voisin, chez mon patron, bah justement ça m'appelle à aller voir une part de méchanceté en moi qui est aussi réprimée à cause d'un traumatisme que j'ai vécu. Et ce qui est intéressant quand on parle de symptômes, parce qu'on vit tous des symptômes, tous différents, un symptôme c'est tout simplement quelque chose qui m'affecte,
dans ma vie. Donc ça peut être une personne, une situation, une circonstance, une maladie. Enfin là, on parle des symptômes physiologiques, psychologiques, etc. Donc, peu importe le symptôme qu'on vit, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce symptôme-là, il est là spécifiquement pour nous indiquer qu'une part de nous est réprimée. Et on a des symptômes spécifiques, spécifiquement adaptés à nous, parce qu'à chaque instant, on a une raison d'être. Ce que j'appelle vraiment une raison d'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un but dans la vie. Donc, par rapport au but que je vais avoir un symptôme spécifique qui va m'être attribué, qui va me raviver la charge émotionnelle que j'ai besoin de réintégrer pour pouvoir poursuivre au mieux cette raison d'être. On va revenir un petit peu plus tard, mais grosso modo, c'est comme ça que vraiment les parts de nous se mettent en réaction. Parce que vous imaginez que là, on a fait une part, mais qu'à chaque instant, il y a plein de parts de nous qu'on a réprimées inconsciemment. Mais une part va se mettre comme en révolution, en réaction, parce que c'est la part qu'on va avoir besoin de réintégrer pour pouvoir vivre et accomplir pleinement notre but. Et nous, en fait, avec Théo, nous, on travaille à partir de ça. C'est-à-dire que non seulement les symptômes ou les problèmes ou les blocages de votre vie ne sont pas le vrai problème, vous avez vu, ça c'est que des manifestations de ça. Donc ça c'est pas le vrai problème. Vous pouvez essayer de supprimer ça, il y en a un autre qui va se créer, vu que la cause elle est toujours pas traitée. Donc forcément, on arrive dans une espèce de roue interminable où on traite les symptômes, et en fait, on met un pansement sur le problème, et puis il y a un nouveau truc qui apparaît, donc on met un autre pansement, et puis il y a un nouveau truc qui apparaît, puis en fait on tourne en rond. Et donc non seulement les symptômes que vous vivez, c'est pas le problème, mais c'est la solution. Ouais, des fois c'est chaud c'est de se dire, ah ouais, donc mon anxiété, mes crises d'angoisse, c'est la solution? Oui, c'est la solution. Nous, si on n'avait pas ça, avec Théo, on ne pourrait pas travailler. C'est quand les gens viennent nous voir et nous disent, ok, ma problématique numéro 1, moi hier soir, c'était addiction au cannabis. Et j'avais presque envie de dire merci d'avoir cette problématique, puisque sans cette problématique, on ne pourrait pas aller trouver quelle est la part de toi qui a besoin d'être réintégrée et la charge émotionnelle qui a besoin d'être dissoute. Donc le symptôme, c'est le voyant sur le tableau de bord de la voiture qui nous indique par exemple qu'il n'y a plus d'essence. Mais tu peux mettre un sparadrap sur le voyant qui dit qu'il n'y a plus d'essence, il n'y a quand même plus d'essence. Et si on supprime le voyant, vous avez vu, c'est que en fait, non seulement quand on traite le symptôme, c'est pas durable, mais en plus, tu es en train de tuer le messager. Donc l'exemple que je donnais la dernière fois, imagine, tu es en temps de guerre, et puis, tu es en temps de paix, et puis il y a quelqu'un, un messager qui arrive, et qui va voir le roi et qui lui dit faites gaffe parce que les ennemis ils sont aux portes de la ville là. Et toi tu te dis oh c'est pas grave, on va régler le problème, et puis bam, tu tues le messager. C'est bon, il n'y a plus de guerre. En fait, si les ennemis ils sont toujours là, tu as juste supprimé celui qui te donnait l'information. Et celui qui te donne l'information, c'est ça. C'est tes ruminations mentales, c'est ta fatigue chronique, c'est tes états dépressifs, c'est tout ça. Le premier réflexe qu'on a, c'est quoi? C'est on veut combattre. Nous, les gens, quand ils viennent nous voir en séance, c'est aide-moi à supprimer mon symptôme. Donc, il faut leur faire comprendre, ou pas d'ailleurs, mais qu'en fait, on ne va pas faire ça. C'est grâce à ton symptôme qu'on va pouvoir aller vraiment traiter la problématique de fond. C'est vraiment ce que j'appelle comprendre le vrai sens du mot message. Je le vois comme on l'entend en anglais, mess, qui veut dire bordel, et sage, plutôt la sagesse. Donc en fait, c'est vraiment comprendre que dans ce bordel, il y a une forme de sagesse qui m'indique justement qu'il est la solution pour pouvoir vivre pleinement ma raison d'être. Donc c'est quand même assez beau, je trouve. Ça va pour l'instant? C'est ça, c'est moins bien que la conférence d'avant. C'est mon besoin de reconnaissance dû à un trauma où j'en ai clairement manqué. Le pire, c'est que c'est vrai. Vraiment bien. Le pire, c'est que c'est vrai. Charles, c'est vraiment super. Est-ce qu'on peut les applaudir pour savoir à quel Là, vous avez enclenché un autre trauma chez moi. Qui, quand j'étais petit et que j'ai eu une acclamation, j'ai vécu un trauma énorme.
souvent aussi, pour compenser un trauma, qu'est-ce qu'on fait? On met un masque. C'est-à-dire qu'on va essayer de tout faire pour exprimer l'inverse de ce qui n'a pas été aimé ou validé. Donc si tu t'es séparé de la tristesse, bah, tu vas mettre le masque du joyeux ou de la joyeuse. Si tu t'es séparé, par exemple, vous vous rappelez du prof d'histoire géo où j'ai levé la main, bah, moi ma partie spontanée, je l'ai mise à la poubelle. Donc c'était maintenant, Charles, tu vas réfléchir 12 minutes dans ta tête avant de sortir 3 mots, parce qu'il faut que ce soit pertinent. Donc, alors par contre, quand je parlais, c'était pertinent. Ça faisait 12 minutes que je triturais ma phrase, donc c'était pertinent. Mais du coup, ma spontanéité n'était plus là. Donc on se met à mettre le masque inverse. Et en fait, l'ensemble des masques qu'on va mettre, parce que là, on pourrait imaginer que, évidemment, il y a des trous partout. Hein. Voilà, on s'est séparé d'une partie ici, on s'est séparé d'une énorme là, d'une autre ici. Et bien à chaque fois, on va mettre un masque. Et le masque, c'est quoi? C'est le personnage. C'est l'image de soi. C'est qui j'ai envie de montrer au monde. On pourrait appeler aussi ça l'ego. Pas l'ego dans le sens orgueil, mais l'ego dans le sens, pour ceux qui font un peu de spiritualité, bah c'est l'ensemble de nos mécanismes de protection et surtout l'ensemble de nos masques, de, encore une fois, qui je crois devoir être pour être aimé. Et porter un masque toute la journée, c'est fatigant aussi. Ça. Quand tu sais qu'au fond de toi t'es triste, mais que tu dois pendant 16 heures d'éveil montrer à tout le monde qu'en fait non, t'es joyeux, quand tu rentres chez toi le soir, ça fatigue. Plus que de manquer de vitamine D. Mais vraiment, c'est un des trucs qui pompe le plus d'énergie d'un être humain. Donc ça, on pourrait appeler ça, voilà, l'ego. Et puis pour ceux qui ont vu la conférence de tout à l'heure, bah ça, ce serait plutôt, même si c'est pas exactement bien schématisé, mais ce serait plutôt le soi. Ok, c'est l'être multifacette qu'on est avec toutes nos potentialités. Ok. Voilà, donc on met un masque. Et ça, c'est facile à repérer, le masque. C'est vous posez la question, qu'est-ce que j'ai surtout pas envie d'être? Par exemple, méchant. Et vous prenez l'inverse, bah, vous avez le masque du gentil. Justement, le méchant, c'est la partie de soi qui est réprimée. Et l'inverse, du coup, ça va être ce que je perçois comme inverse au méchant. Quoi. Voilà. Et ce qui est sympa avec les masques, c'est que on peut tout faire pour se séparer d'une partie de soi. De toute façon, elle va s'exprimer. Si tu veux surtout pas être violent, t'inquiète pas, tu le sauras quand même. Mais de manière compulsive, sans que tu t'en rendes compte. Mon père, son but dans la vie, c'est de ne pas être violent. C'est une des personnes les plus violentes que je connaisse. Ne vous inquiétez pas, il a plein de qualités. Quand je dis violent, c'est même pas violent physiquement. Mais en fait, la violence est tellement réprimée chez lui, je sais pas ce qu'il a vécu comme trauma, peut-être je le saurai jamais, mais à mon avis, c'était bien hardcore. Et en fait, il est violent, mais malgré lui. Déjà, il est d'une violence envers lui-même, juste, je pense qu'à l'intérieur de lui, c'est vraiment la guerre. Et en plus, la dernière fois que j'ai vu mon père, c'était mon anniversaire, et il m'a expliqué que j'étais un enculé et que mes frères et sœurs aussi. Donc voilà. Pour quelqu'un qui se réclame non violent, c'est pas mal quand même. Mais lui est persuadé d'être non violent. Mais en fait, quand on met un masque, l'opposé du masque va s'exprimer, mais sans qu'on s'en rende compte. C'est ça qui est vicieux. Moi, j'ai eu quelqu'un une fois où je mettais un post sur ça sur Facebook et elle me disait bah non, mais moi, je suis non violente. Je dis, ah, t'es non violente. Je dis, bah oui, moi, j'insulte jamais personne, je juge jamais personne et j'ai jamais tapé personne. Je suis d'accord. Et t'es même pas violente envers une personne? Elle me dit non, non. Et je lui dis et envers toi, c'est comment? Et là, bon, elle a compris que ouais, elle passait sa journée à s'auto-flageller, à se critiquer, à se juger sur son physique. Et en fait, la violence qu'elle réprimait à l'extérieur, bah, elle s'exprimait contre elle à l'intérieur. Donc on peut tout faire pour se séparer d'une partie de soi. De toute façon, la partie de soi, elle s'en fout, elle va s'exprimer quand même. Juste, quand tu l'as réintégrée, quand tu es OK avec cette partie, c'est toi qui vas pouvoir choisir quand tu l'utilises. Quand tu la réprimes, c'est elle qui va décider à ta place. Tout ce qu'on réprime de manière générale est amené à s'exprimer de manière compulsive. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des compulsions alimentaires. Certains. Et attends, parce qu'il va faire sa petite punchline favorite. Vas-y, je vais savoir. Mais moi, en fait, j'aime bien parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup appris là-dessus. Parce qu'en fait, les compulsions alimentaires que je pouvais avoir à l'époque, moi je viens du monde du sport un petit peu comme Charles, et plus spécifiquement de la boxe et des sports de combat. Donc,
on a l'habitude de faire des pertes de poids assez conséquentes et du coup on est vraiment brimé sur l'alimentation, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais tendance à aller justement de manière compulsive vers des aliments que je percevais comme mal. J'avais pas des compulsions alimentaires sur des brocolis et des choux-fleurs. C'est vraiment ça en fait. Généralement, on peut demander à n'importe qui, c'est le sucre, voilà, c'est le sucre, le chocolat, enfin des choses comme ça, qui correspondent à ce qu'on peut percevoir de malsain. Et voilà, et en fait ça nous montre bien que dans la nature, et voilà, on peut prendre plein d'exemples. Moi j'aime bien les petites répulsions alimentaires, mais compulsions alimentaires, parce que ça nous montre bien que tout ce qu'on réprime de manière consciente ou consciemment ou inconsciemment, ça a tendance à s'exprimer de manière compulsive. Voilà. Donc là on a dit ego ou personnage, et c'est quoi, c'est en grec, le persona, ça veut dire masque, justement. Et ego en grec c'est egos, c'est justement le je suis. Et donc ici on pourrait par contre parler d'individu, ou d'être, ou du soi, vous pouvez trouver plein de mots différents. Individu, ça vient de indivisible, donc celui qui aurait réintégré toutes les parties de lui. Ok, ça vous fait penser à quoi ça? Enfin, ça... Puzzle. Ouais, c'est vrai. Et du coup, là, Oui, c'est ça. vous avez déjà eu la sensation d'avoir un vide en vous? Ce truc de « ah, je ressens comme un vide en moi ». Bah, quand tu te sépares d'une partie de toi, ça crée un vide en toi. Et ce vide en toi, ce fameux truc qu'on essaye par tous les moyens de fuir, c'est quoi le meilleur moyen de le combler? Bah, les addictions. Donc la nourriture, le sexe, l'alcool, la drogue, le joint, les achats compulsifs, le jeu. Mais attention, c'est pas que ça. Ça peut être un peu plus subtil. Ça peut être la dépendance affective. L'autre va devenir le moyen de combler mon vide. Ça peut être le travail. Je me sens tellement vide à l'intérieur que je vais partir dans le faire pour remplir ce vide. Ça peut être aussi plus spirituel, ça peut être la quête de l'éveil. L'engagement. Ouais, mais bon, évidemment, toutes ces notions-là, ça peut partir d'un moteur d'amour de soi ou de désamour de soi, c'est-à-dire pour combler un vide ou parce qu'on en a vraiment envie. Mais en tout cas, ici, c'est un espace de compensation. On va mettre tout ce qu'on peut pour remplir ce vide, et puis avec les moyens, on a plein de moyens, il suffit de, tu vas chez toi, paquet de chips, Netflix, ça y est, c'est bon, t'as rempli le vide. Bon, c'est bien aussi Netflix. Hein. Donc ici, vide en soi, espace de compensation, donc c'est le terrain de jeu des addictions. Et donc vous voyez, de la même manière, une addiction, c'est un symptôme. C'est quel vide j'ai besoin de remplir avec mon addiction. Et encore une fois, ça n'est pas un problème, l'addiction, même si évidemment ça peut être une souffrance, mais c'est la solution temporaire qui me permet de combler ce vide en moi. Ok ? On en arrive un peu au concret ou pas, Théo ? Enfin, au concret du comment on fait maintenant, quoi. Je pense qu'on peut parler du développement personnel. Est-ce que vous avez des questions là déjà ? Ouais. J'ai une question qui me vient au sujet. Qu'est-ce que vous pourriez dire des gens qui déclenchent des maladies auto-immunes? Le fait que ce soit une auto-immune, ça m'interpelle par rapport à ce qu'il y a autour du trauma. Donc c'est... C'est vraiment un grand sujet parce que la maladie et par exemple la maladie auto-immune, vous allez dans le monde médical occidental, c'est il y a un corps, il est séparé de l'esprit et le problème vient du corps, c'est un dysfonctionnement du corps. Mais c'est très rare que la médecine occidentale se dise mais qu'est-ce qui influence le corps? Et ce qui influence le corps, c'est ton environnement. Et quand je dis environnement, c'est les gens que tu côtoies, bien sûr ce que tu manges, ce que tu regardes à la télé, mais c'est aussi, c'est quoi tes pensées toute la journée?
c'est quoi ce que tu ressens toute la journée? Parce que tout ça va affecter ta physiologie. En fait, votre psychologie va déterminer votre physiologie. Si demain matin, Françoise se lève et elle décide de toute la journée se répéter « Ah, qu'est-ce que je suis moche, ah, qu'est-ce que je suis nul », si je fais un scanner de son corps le soir, je vais voir qu'il y a des hormones différentes qui vont avoir été sécrétées. Si le lendemain, elle décide d'arrêter de se dire ça ou de se dire autre chose, ce sera d'autres hormones qui seront sécrétées. Et évidemment, le corps va réagir à tout ça. Donc, je ne suis pas assez calé en médecine pour dire que 100% des maladies sont des conséquences de ça, mais ce que je vois avec les gens qu'on accompagne, et on accompagne les gens qui ont été étiquetés bipolaires, borderline, etc., c'est que à chaque fois, tu vois des gens qui sont polytraumatisés et qui ont besoin de réintégrer certaines parts d'eux. Et évidemment, encore une fois, les charges émotionnelles, ça génère tout un tas de symptômes physiques, et le corps réagit. Sauf que nous, on veut dire, non, en fait, c'est de la faute du corps, donc on va balancer de la chimie, on va anesthésier le corps, ah bah c'est bon. Si vous saviez le nombre de gens qui sont sous antidépresseurs que nous, on accompagne, et ils nous le disent à la fin de l'accompagnement, comme si c'était, ah oui, au fait, ça fait 10 ans que je suis sous antidépresseur. Ah d'accord. T'aurais peut-être pu commencer par là. Mais comme c'est tellement normalisé que, voilà. Et puis le corps médical... c'est un autre corps. Complice. T'es très complice des labos et puis c'est plus facile de donner un cacheton. Bien sûr. Mais pour moi, il y a deux choses. Il y a évidemment ce truc-là il y a toute une industrie derrière. Et c'est pas question d'être complotiste, c'est juste des faits. Hein. Ça fait vivre juste plein de gens sur la planète. Si tu arrêtes toute l'industrie pharmaceutique, il y a des gens au chômage. Mais il y a non seulement ça, mais il y a aussi le fait que des gens qui ont fait 15 ans d'études où on leur a montré toute la complexité du corps humain, des hormones, qui est réelle, quand on leur dit « Non, mais en fait, c'est vrai tout ce que tu me dis, mais t'as pas regardé, t'as pas pris un pas de recul pour voir que tout ça était géré par autre chose. » Tu peux pas leur dire ça aux médecins. Enfin, évidemment qu'il y en a, ils sont capables de voir un peu au-delà de ça, mais la plupart, c'est « Non, c'est le corps, c'est un problème de corps, c'est un problème de... T'as pas assez de vitamine D. » Oui, non, mais d'accord, mais... Qui a fait ici une cure de vitamine D et il s'est retrouvé avec plein d'énergie pendant 6 mois? Personne. Ça n'arrive à personne. Ça. Non, mais pourtant, quand vous allez voir le médecin, inévitablement, c'est vous vous inquiétez pas, vitamine C, vitamine D, ça va aller. Enfin, bon, bref. Je pourrais faire longtemps sur ça. Et évidemment, il y a plein aussi de troubles dits psychiatriques qui sont évidemment dus à des traumas. Il y a Gabor Maté qui est un scientifique et psychologue américain qui dit en fait tu n'es pas malade, tu es blessé. C'est pas que tu as une maladie, c'est qu'en fait tu as vécu tellement de choses qui ont été traumatisantes pour toi, tu as tellement de charges émotionnelles à l'intérieur de toi, qu'heureusement que tu as tout un tas de symptômes qui apparaissent pour te permettre d'aller à la cause profonde de ce que tu vis et de réintégrer des parties de toi. Heureusement, c'est la solution. C'est la solution. Là, on accompagne quelqu'un en ce moment, donc diagnostiqué bipolaire, il a fait 5 TS, tentative de suicide, et puis je sais plus quel autre truc, et moi j'ai tellement hâte de l'accompagner, parce que évidemment il a vu des tas de psychiatres et de trucs et de médicaments et tout, et je sais que ça va être beaucoup plus simple que ça. Attention, quand je vous dis plus simple, ça veut pas dire que c'est bon, en 3 mois on va claquer les doigts et il n'a plus aucun symptôme et machin, mais c'est que rien de comprendre qu'il n'est pas malade, parce que vous voyez le sentiment d'impuissance que c'est, j'ai une maladie. En fait, on croit que c'est un truc comme un petit virus qui serait venu, ah ben non, en fait, c'est venu s'insérer à l'intérieur de moi. Ou alors, non, mais c'est génétique, il y a ma grand-mère qui a pareil. Oui, mais c'est pareil, les gènes, ils sont activés et désactivés par votre environnement. Donc vous pouvez avoir n'importe quel génome, en fait, en fonction de l'environnement, des pensées que vous avez, des émotions que vous vivez, etc. Il y a certains gènes qui vont s'activer ou non. Donc même si mes 3 ancêtres ont eu telle maladie, ça engage en rien que moi je vais l'avoir. Par contre, souvent les maladies qu'ils ont eues sont aussi dues à des charges émotionnelles. Et c'est pour ça qu'on retrouve la même chose dans la lignée. Bon, on en vient un peu au concret, on va se mettre en vert. Puisqu'évidemment, il y a plusieurs solutions par rapport à ça. La plus connue, ici, c'est le traitement des symptômes. Donc c'est très simple, tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane, il n'y a plus de symptômes. Tu ne sais pas pourquoi tu avais mal à la tête, mais voilà. Donc tu as mis un pansement sur le problème. C'est pas mal de faire ça, c'est juste
inefficace sur du moyen long terme. Mais il n'y a rien de mal à faire ça. Je ne suis pas en train de dire il ne faut pas prendre de Doliprane, il ne faut pas traiter les symptômes. Des fois, ponctuellement, ça peut être super cool. Moi, dans ma vie perso, je le fais pas du tout, mais j'ai rien contre ça, quoi. Donc, traitement des symptômes, et je peux le faire avec plein de manières différentes. Donc, la médecine, mais je peux traiter les symptômes par plein de trucs. Par l'hypnose, par la méditation, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ces choses-là sont mauvaises en elles-mêmes, mais ça peut être un moyen de traiter les symptômes. Par exemple, en hypnose, vous avez, c'est une espèce, parfois, chez certains praticiens, c'est une espèce d'allopathie pour traiter le symptôme. C'est, tu veux arrêter de fumer, ok, on va dire à ton inconscient arrête de fumer, ça va marcher, 2 semaines après, il boit. Ben oui, évidemment, tu as dit à l'inconscient de ne pas faire ça, lui il obéit, il n'y a pas de souci. Mais comme la partie n'est pas réintégrée et qu'il y a toujours la charge émotionnelle, c'est pas grave, on va trouver autre chose, il y a un autre chemin qui va se créer. Pareil pour... C'est du moisson d'abord. C'est pas le moisson d'abord. Ça peut être aussi justement dans le cadre des relations, demander à l'autre d'arrêter de faire quelque chose qui nous affecte. Là encore une fois, je viens changer l'extérieur, c'est l'extérieur qui a un problème, c'est pas moi, et donc du coup je veux changer l'extérieur pour ne plus vivre ce qui m'affecte tout simplement. Ouais. Donc le traitement des symptômes, évidemment sur du long terme ça marche pas. Après vous avez un autre truc, moi j'ai d'abord donc testé ça, et après j'ai testé un autre truc, je me suis dit c'est cool, ça va être la solution, c'est ce mouvement là, et ça c'est le développement personnel. Dans développement personnel, vous entendez personnel, personnage, donc en fait le développement personnel c'est le développement de l'ensemble des masques que j'ai mis. Ça va faire un mouvement qui va faire comme ça, c'est-à-dire je vais renforcer la séparation avec les parties de moi que je qualifie de mauvaises. Je vais devenir un bon être humain qui a que des qualités et 0 défaut. Et je vais encore plus enfouir les parties de moi que j'ai pas envie d'être. De la même manière, je ne suis pas en train de dire le développement personnel, il ne faut pas en faire. Moi, j'en lis tous les jours. C'est juste être au clair sur quel est mon moteur quand je lis du développement personnel. Moi, mon moteur, pendant des années, ça a été je veux devenir un meilleur être humain, c'est-à-dire me couper en deux. Le mauvais de Charles, on le fout à la poubelle et on va garder que le bon. Ça, essayer de se séparer en deux, c'est souffrant. Essayer d'être un être humain à un côté, ça c'est le début de la souffrance. Essayer d'être que gentil, que généreux, que joyeux, que positif, que tout ça, tu as la recette pour la souffrance. Essayer d'être un être humain à un côté, tu vas souffrir inévitablement. Donc le développement personnel, c'est développer le personnage, comment devenir un meilleur être humain, au détriment bien sûr de toutes les parties de nous qu'on a besoin de réintégrer. Ce qui mène à la bipolarité. Pour le coup. Ouais. Ce qui peut mener à la bipolarité, parce que dans bipolarité, vous entendez bipolaire. Donc quand j'ai un désir d'être monopolaire, c'est-à-dire un seul pôle, eh bien, inévitablement, je vais avoir des symptômes pour que la partie que je réprime s'exprime. Donc je vais créer un espèce de second moi qui est tout le temps réprimé. Et lui, comme je le réprime tout le temps, quand il va s'exprimer, par contre, ça va être la crise. Ça va pas être le truc gentil, c'est quand je vais faire une crise de bipolarité, ce que je ne m'autorisais surtout pas à être va s'exprimer sur ce moment-là. Donc vous voyez quelqu'un par exemple qui fait une crise de bipolarité, une crise de toute puissance par exemple, il se prend pour Dieu, et voilà, en fait tu vas chercher dans son enfance et il s'est senti d'une impuissance incroyable à un ou plusieurs moments de sa vie. Et pour compenser ça, il a dû mettre par exemple le masque de la toute puissance. Voilà. Après, on va avoir la spiritualité. Donc la spiritualité, je vais faire une espèce de généralité, et on peut utiliser la spiritualité de plein de manières différentes, mais l'idée, ça va être de revenir plutôt au soi, c'est-à-dire revenir à mon essence profonde, à l'individu que je suis, et à me détacher du personnage. C'est-à-dire je vais arrêter de me prendre pour le petit humain qui est comme ci, comme ça. Je vais voir qu'en fait, je ne sais pas si le conférencier avant a parlé de ça, mais je vais voir que en fait, qui je suis n'est pas du tout qui je crois être. Qui je suis est bien plus vaste et je vais vivre à partir d'un autre espace de moi. Donc ça c'est super cool parce que ça peut permettre
de vivre sa vie complètement différemment, de prendre du recul, etc. L'inconvénient, c'est que les parties de nous dont on s'est séparés, elles sont toujours à l'extérieur de nous. Et quand on revient dans notre humain, parce qu'on est les deux, hein, on a une nature spirituelle et une nature très matérielle, on est fait d'os, de chair, et puis on a aussi un esprit, mais on n'est pas tout le temps dans le soi. On n'est pas tout le temps en état méditatif qui dirait moi je vis à partir du soi. Et des fois, juste on est un humain, quoi. Donc on a nos réactions, on a un truc, on a nos machins. Donc forcément, si tu n'es que dans la spiritualité, les parties de toi, elles ne sont pas réintégrées. Théo, tu avais envie de rajouter un truc par rapport à ça? Et puis après, il y a le dernier mouvement, en tout cas de nous, ceux qu'on a catalogués, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est plutôt un mouvement du coup qui va faire, je vais peut-être essayer de le faire ici. Donc imaginez que je me suis séparé d'une partie qui est là, et donc ça va être ça. Donc ça, c'est exactement ça, je l'ai entendu, ce que nous on appelle réintégration individuelle. Donc réintégrer les parts de soi qui ont besoin d'être réintégrées. Ce qui passe aussi par dissoudre la charge émotionnelle qui entoure la partie. Et en fait, au fur et à mesure qu'on réintègre des parties de nous, déjà ce qui se passe, c'est quand on dissout une charge émotionnelle, on récupère de l'énergie. L'énergie qui était utilisée pour maintenir l'émotion à l'intérieur de nous, elle n'a plus besoin d'être là, et du coup elle est disponible pour aller faire un foot, pour sortir avec des gens, pour son travail, pour sa santé, etc. etc. Donc regain d'énergie, et puis évidemment, si la partie là est réintégrée, ça n'a plus de raison d'être. On a réintégré la partie, les symptômes n'étaient qu'une conséquence de ça. Une fois que la partie tu l'as ramenée ici, tu n'as pas besoin de faire un travail spécifique sur ça. Et nous les gens des fois ils nous disent Charles, je comprends pas, à la fin de l'accompagnement, au début de l'accompagnement j'avais par exemple plein de migraines et là j'en ai plus. Alors qu'on n'a pas du tout travaillé sur ça. Et à chaque fois il y a des symptômes comme ça où les gens nous disent on n'a pas travaillé sur ça mais c'est plus là. Évidemment nous on ne sait pas quand on réintègre une partie qu'est-ce qui va se passer au niveau des symptômes. Mais bien souvent les symptômes se dissolvent d'eux-mêmes. Parce que tu as enlevé la racine, donc il n'y a pas besoin de couper les branches, de tailler ou je sais pas quoi, tu es allé à la racine. Donc regain d'énergie, dissolution des symptômes et surtout, la partie elle est de nouveau accessible. Ça veut dire que tu as cette carte dans ton jeu maintenant. Toi qui cherchais à être non violent tout le temps, maintenant tu as réintégré la violence dans ton jeu. Et le jour où ta petite fille se fait agresser à la sortie de l'école, tu peux sortir la carte violente par exemple si tu penses que c'est pertinent. Avant tu pouvais pas, parce qu'il faut pas être violent. C'est mal, c'est méchant. Tu ne serais même pas autorisé ça. Il y a un truc en toi qui aurait fait que non, sûrement pas. Par contre, là, quand tu as réintégré la partie, tu as de nouveau accès à toutes les ressources de cette partie. Je pense que nous, on a dit pas mal de trucs. Maintenant, nous, on aime bien les questions aussi. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Est-ce qu'il existe... Enfin, j'imagine que la réponse est oui, mais... j'imagine qu'il existe des situations de réintégration individuelle forcée, ou qu'on peut pas, on passe pas spécialement, on passe plus par quelque chose d'initiatique que par un coaching, quelque chose. Ouais, carrément. Ouais. Oui. Et là, on n'est pas en train de vous dire, du coup, il faut aller voir Justine et Charles Ariel pour... Bon, ça marche beaucoup mieux. Mais non, mais on a déjà tous, vous avez déjà tous fait ça, réintégrer des parties de vous, sans vous en rendre compte. Ça peut être en faisant un voyage, ça peut être en faisant des rencontres, en lisant un livre, en vivant n'importe quelle expérience où vous avez vécu ça. Après, ce dont on vous parle là, c'est pas seulement mental. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas là, à la sortie de la conférence de se dire, prendre une feuille ce soir, ah oui, alors moi, la partie celle-là, ça ne l'exprime pas, celle-là, je l'exprime pas. Bon, demain, je vais les exprimer. Ça, si c'était aussi simple que ça, ce serait génial, mais ça ne marche pas comme ça. Si tu as engrammé que la violence c'était mal, tu peux décider demain d'exprimer ta violence, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, tu as tout un système de protection qui est en place avec ta charge émotionnelle, et tu as ton système de survie qui dit, tu te souviens de ce que tu as vécu quand tu avais 8 ans ? Ça, tu ne vas plus jamais le vivre. Donc tu peux décider avec ton petit conscient d'exprimer cette partie. Moi, je dirais non.
Donc inconsciemment, quand il y a un conflit entre le conscient et l'inconscient, c'est toujours l'inconscient qui gagne. On n'a pas encore fait de métaphore aujourd'hui. Je sais que ça... D'habitude, on en fait à peu près 12 par conférence. Donc, conscient contre inconscient, c'est un peu Mimimati contre Teddy Riner. Donc ton conscient, c'est Mimimati, la petite actrice naine, voilà. Teddy Riner, c'est le judoka de 140 kg, c'est l'inconscient. Tu peux faire ce que tu veux avec Mimimati, lui donner un bouclier, un truc, un machin, elle va se faire rétamer en 3 secondes. Tant que la racine inconsciente... C'est violent. C'est violent comme exemple. C'est violent comme exemple. T'as un problème. Et donc, voilà, tant que la charge émotionnelle n'est pas dissoute, il ne va pas se passer grand-chose. Donc c'est... Oui, il peut y avoir des réintégrations juste en vivant sa vie, quoi, tout simplement. Et souvent, on peut aller là-dessus, Ouais. c'est que vous vous rappelez de ce que c'est ça? L'effet miroir. Donc le monde va nous renvoyer exactement ce qu'on a besoin de vivre. Et en fait, c'est comme si moi, toute la journée, je me balade avec des charges émotionnelles. Je me balade avec ma blessure d'abandon ici, donc vous imaginez une petite sphère de blessure d'abandon, une petite sphère de blessure d'humiliation, de trucs, de machin. Et en fait, moi je vais être confronté dans ma vie exactement aux situations qui vont venir vibrer avec la charge émotionnelle. Pourquoi? Pour que je puisse la vivre, l'émotion. C'est la solution qui va me permettre de vivre l'émotion que j'ai besoin de vivre. Sauf que nous, on n'est pas habitués à ça, les êtres humains. On est habitués à bloquer le robinet des émotions. C'est alors la joie, il n'y a pas de problème. Le sourire, il n'y a pas de problème. Par contre, la tristesse, non. La peur, j'ai pas le droit, surtout si je suis un homme. La colère, bon, si je suis un homme, pourquoi pas. Si je suis une femme, c'est pas la peine. Enfin, vous voyez, on a tout un tas d'émotions qu'on coupe. Et donc, à chaque fois, on revient en boucle la même situation puisque l'émotion n'a pas été vécue. Je ne sais pas si on pourrait donner un exemple concret avec ça. D'un truc... Ouais, c'est ça. Par exemple, quelqu'un qui a l'impression de se faire abandonner tout le temps. Elle a été abandonnée à 8 ans par son papa. Et du coup, elle est abandonnée par sa meilleure amie ensuite au collège. Ensuite, elle est abandonnée par son premier mec, puis par le troisième, puis par le quatrième. Mais en fait, bien souvent, ce qu'on fait, quand on a ces situations-là qui sont guérissantes, puisque c'est la situation dont on a besoin pour aller vivre les 40 litres qu'on n'avait pas vécu au début, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi notre première réaction quand quelqu'un touche à notre blessure? Juste, il y en a qui sont en couple. Bon, nos blessures, elles sont réactivées souvent. Non, personne, il n'y a que moi qui ai des... Il n'y a que moi qui ai... Parce que je peux vous dire que avec ma chérie qui est là-bas, on est réactivé souvent. Aujourd'hui, il n'y a pas eu. Donc, qu'est-ce que vous faites? Imaginons en couple. L'autre vous fait je sais pas, il dit un petit mot, puis vous, ça vous fait un truc à l'intérieur. Agressivité. Hein? Agressivité. Par exemple, c'est je vais rendre l'autre responsable de ma blessure. En fait, l'autre n'est pas responsable de ma blessure, puisque l'autre, il n'a même pas le pouvoir de me faire du mal. L'autre, il n'a que le pouvoir de dire quelque chose qui va être le catalyseur d'une blessure qui est déjà présente. Donc l'autre, à la fois, on pourrait se dire, il me fait souffrir, ou voir il est méchant, quoi. Et en même temps, c'est le génie qui me permet, avec son cadeau, de venir guérir quelque chose que j'ai besoin de guérir. Et donc, nous, notre première réaction, c'est non, c'est de la faute de l'extérieur, peut-être on se met en colère, ou bien on garde tout pour soi, la version pour ceux qui n'aiment pas trop se mettre en colère, mais on refuse l'émotion qu'on est en train de vivre. C'est ça qui se passe. Ça se fait en un quart de seconde. C'est « Ah non, l'abandon, clac, je ferme, je veux pas vivre ça. » Ah, tu veux pas vivre ça? C'est pas grave. Attends 2 semaines, tu vas avoir quelqu'un d'autre qui va te faire le cadeau de t'abandonner pour que peut-être tu puisses dissoudre ta charge émotionnelle. Tu veux toujours pas? C'est pas grave, il y en aura une autre, et une autre, et une autre. Et c'est là où on a l'impression de vivre toujours les mêmes situations en boucle, juste avec des personnes différentes. Tant que l'émotion, elle n'est pas vécue, la situation va se reproduire. À partir du moment où l'émotion, on la laisse nous traverser, je me fais plus abandonner. Parce qu'en fait, vos filtres de perception vont aussi être nettoyés quand vous vivez l'émotion. Puisque votre perception a été branchée sur ça. C'est je dois voir dans le monde des gens qui m'abandonnent. C'est inconscient tout ça, bien sûr. On a eu un super exemple, on avait une séance de groupe mercredi avec Théo, et donc en visio, et puis j'accompagne quelqu'un, et pendant ce temps-là les autres regardent, et je vois une des participantes qui est allongée sur son lit.
Donc quand j'ai fini d'accompagner l'autre, je lui ai dit s'il te plaît Christine, soit avec le groupe, voilà, redresse-toi, et puis soit avec nous, quoi, on est en coaching de groupe. Et je continue à parler, et là je la vois derrière son écran, en larmes, mais vraiment grosse larmes. Et après elle prend la parole, elle dit tu vois en fait là ce que tu viens de me dire, ta réflexion, moi en fait j'étais allongé et j'étais tellement présent avec celle que t'accompagnais que justement je suis rentré à l'intérieur de moi, etc. Et en fait j'ai eu l'impression de tout bien faire et que paf, tu me mettais un coup de règle sur les doigts. Je dis tiens c'est marrant, t'as déjà vécu ça? Elle me dit ah bah ouais tout le temps. Je dis ah bah t'as un exemple? Bah ouais, quand je travaillais avec des dentistes, et ben en fait les dentistes ils changeaient toujours d'avis. Ils me disaient fais comme ça, donc je faisais comme ça, et puis 2 minutes après ils me disaient ah bah non c'était comme si. Et du coup j'avais l'impression qu'on me tapait sur les doigts. Et puis t'avais eu d'autres choses aussi. Ah bah non, après c'est toi qui m'as dit, je crois, qu'elle avait fait une séance avec Théo, elle lui avait raconté que elle avait tout fait pour guérir son chien qui était malade. Ouais, c'est ça. Les bons traitements et tout. Voilà, traitement, soigné, machin, et son chien est mort quand même. Donc j'ai tout fait comme il fallait, et ça n'a pas marché. Et je me suis pris une vague émotionnelle. Et bien moi, dans le présent, j'étais le catalyseur qui lui permettait de se laisser traverser si elle avait envie par cette émotion de, je ne sais pas quelle exactement émotion c'était, mais en gros je fais tout ce qu'il faut et je me prends une charge en face. Si elle vit cette émotion-là, elle va arrêter d'être confrontée à ça dans sa vie. Si elle refuse l'émotion et qu'elle me pointe du doigt comme coupable, ce qu'elle a essayé de faire au début, c'était « Ah oui, mais t'avais dit qu'on avait le droit d'être comme ci ou comme ça en coaching de groupe, et puis tu me l'as dit comme ci. » Et moi, je suis pas rentré dans son jeu parce que je voyais le truc se jouer. Et tant qu'elle était en mode « l'autre est responsable de ce que j'ai vécu », c'était pas possible. Quand elle a vu que « Ah ouais, en fait, ça s'est répété et répété et répété, et que la solution à ça, c'est justement de vivre ce truc qui est pas agréable, c'est des émotions qui sont inconfortables, et ben ça c'est la solution pour éviter que ça se reproduise. Le truc le moins sexy en termes de méthode, c'est ça, c'est l'acceptation en fait. Il y a une autre métaphore qu'on peut faire là-dessus, moi j'aime beaucoup, qu'on peut voir justement dans le film La Belle et la Bête, je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, un classique de Disney. En fait, on peut voir qu'au début du film, la Belle, elle est à l'opposé du château, dans ses quartiers, et elle accepte absolument pas la Bête. Elle la voit comme moche, méchante, etc., sans cœur, etc. Puis petit à petit, elle va accepter de cohabiter avec la Bête. Et en fait, en acceptant de cohabiter avec la Bête, elle va se rendre compte que, en fait, non, elle n'est pas si négative que ça, elle a aussi des points positifs. Elle est instruite, elle a un côté, je veux dire, sensible, attentionné, etc. Et en fait, toutes ces sommes de petits bénéfices qui va venir justement grâce au fait qu'elle cohabite, qu'elle accepte de cohabiter avec la Bête, fait en sorte que la Bête, un jour, quand elle voit autant d'avantages que d'inconvénients dans la Bête, ça transforme en prince charmant. Voilà. Une belle métaphore de Disney. Et en fait, c'est exactement ça. La vie, nous, est en quelque sorte un bon thérapeute pour nous, parce que tant qu'on n'a pas compris la leçon, elle nous fait répéter tout le temps du coup les mêmes symptômes. Et justement, si on détruit un symptôme, il y en a un autre qui apparaît, etc. pour qu'on justement on comprenne le sens profond et qu'on réintègre ça. Donc, il y a des méthodologies, je veux dire, nous aujourd'hui on accompagne des personnes et on leur enseigne ça, donc on est entre guillemets un accélérateur, mais la vie, de manière générale, par son sens, elle nous envoie des symptômes pour nous faire revivre les parts de nous qu'on n'a pas aimé et accepté. Du coup, ça veut dire quoi vivre l'émotion finalement? Ça veut dire te laisser traverser. En fait, tu peux imaginer que... moi, je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire soit je cohabite, ou soit je viens, je sais pas, détruire l'émotion, la refuser. Soit je refuse la Bête, soit je l'accepte, et je vis avec. Voilà. Donc l'émotionnel, ça peut être ça, ça peut être soit t'aimes pas ton émotionnel, et du coup tu la refuses, et t'es à l'extrême de ça, ou soit justement tu décides d'aller t'asseoir avec ta tristesse, et ok, enseigne-moi ce que t'as enseigné. C'est juste te laisser traverser. Laisser de la place à... Ça répond Ouais, non mais en me conservant une phase de colère quoi, par rapport à des événements. Je conçois que je suis en colère, mais je peux.
Qu'est-ce que j'en fais, quoi. Alors par contre, la colère c'est un peu particulier parce que c'est plutôt un paravent à émotion, la colère. La colère c'est justement ce que je vais exprimer pour éviter de ressentir l'émotion en dessous. Qui peut être de la tristesse ou de la peur par exemple. C'est un mécanisme de défense et de protection, c'est ne touche pas à ma blessure, ça fait trop mal. Donc tant que tu dis ne touche pas à ma blessure, ça fait trop mal, ce qui est bien c'est que ça t'évite de ressentir par exemple la tristesse qu'il y a au fond. C'est confortable. Par contre, évidemment, tant que la tristesse n'est pas vécue, elle va revenir. Ouais. Oui, juste, en fait, là, c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur la tristesse et je pense que c'est une émotion qui effectivement est majeure par rapport à ce type de processus parce qu'on a perdu quelque chose, on a un vide, c'est la tristesse, je pense qu'il doit être récurrente. Et en fait, je pense qu'il y a aussi nos représentations mentales et parfois on doit faire des deuils de choses qu'on s'est représenté, comme idéaliser certaines choses et qu'en fait c'est pas du tout comme on l'a imaginé ou comme on l'a construit. Et finalement c'est aussi la tristesse qui vient. Enfin je me dis en émotion majeure c'est quand même celle-là. Après évidemment on a des peurs aussi qui peuvent générer ou qui peuvent amener des traumatismes, etc. Mais j'ai l'impression que ce vide il est toujours lié à une tristesse un peu permanente, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai un lien particulier avec cette émotion. Avec la tristesse. Ouais. Enfin, j'ai ce sentiment. Après, en tout cas, ce serait récurrent, que ça viendrait toujours dans n'importe quel moment qu'il y aurait ce truc de... Ouais, bah oui, souvent c'est... Ouais, la tristesse, c'est clair qu'elle revient souvent. Puis comme on nous a dit que la tristesse, c'était mal, on nous l'a pas dit, mais on nous l'a fait comprendre. Donc, il faut être joyeux, il faut être dans la pensée positive. Les gens les plus tristes, c'est les gens qui refusent leur tristesse. Mais c'est pour ça qu'on dit que les clowns sont tristes souvent. Ouais, c'est ça, clown triste. Et dans le fond, si on en revient là, justement aux maladies qu'on peut vivre, en fait c'est ça, le vrai problème c'est pas la maladie, c'est pas le symptôme, mais c'est plutôt la perception qu'on a. Enfin, c'est ça qui nous affecte. Moi je parle vraiment du symptôme comme une simple chose, une simple sensation qui m'affecte. Et ce qui fait que quelque chose nous affecte, c'est pour le coup les perceptions qu'on a sur cette chose. La perception que j'ai sur ma maladie m'affecte au quotidien. Donc voilà, donc en fait, par rapport à la tristesse, si on en revient sur la tristesse et qu'est-ce qui crée la tristesse, moi je pense aujourd'hui avec le recul et toutes les personnes qu'on a accompagnées, la tristesse c'est juste la perception que dans un instant T j'ai plus perdu que gagné. Il y a eu plus de pertes que de gains dans ma vie, donc je ressens et je vois et je vis de la tristesse. Et elle va être revécue si j'ai cette même perception dans différents symptômes que j'ai eu dans ma vie. Il y a d'autres questions ? En fait, le plus dur, c'est d'accepter de se remettre en cause. Qu'est-ce que tu entends par se remettre en cause ? Lorsqu'on s'aperçoit de son trauma, il faut être capable de dire oui, le verrou, il est là, il faut le faire sauter. Il faut que je me remette en cause pour que je puisse progresser et ne plus souffrir. Il faut en prendre conscience surtout. Et puis après accepter. Prendre conscience de son trauma et pouvoir l'analyser pour pouvoir le... Alors déjà, ça peut être super cool de prendre conscience de son ou de ses traumas, mais c'est en aucun cas indispensable. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin de savoir pourquoi en fait je revis en boucle les situations. Ça peut être soulageant. Et me dire, ah mais oui, mais c'est vrai, en fait, à 5 ans j'ai vécu ça, puis j'ai revécu ça à 12 ans. Et ça peut être soulageant de comprendre. Mais la compréhension, ça ne libère pas. C'est bien qu'il faut passer à l'action. Parce que nous, en fait, et on a dit une phrase il n'y a pas longtemps en coaching de groupe, et à chaque fois, les questions des gens, c'est moi, je veux comprendre pourquoi. Mais en fait, même si tu comprends pourquoi tu es anxieuse, c'est pas parce que tu comprends pourquoi que tu vas arrêter de l'être. Oui, mais en fait, comme on passe notre vie ici, on croit qu'en fait, en comprenant tout, c'est bon. Mais en fait, comprendre ne suffit pas. Il faut agir. En fait, c'est pas seulement agir, parce que moi, ce que j'entends dans ta question, et tu vas me dire si c'est le cas, mais c'est un espèce de truc qui dit, du coup, je veux progresser, et par ma volonté, je vais essayer de... Mais ça marche quasi jamais. Réintégrer une partie de soi par la volonté, ça marche quasi jamais, ça va juste vous faire plein d'efforts. Encore une fois, c'est oublier le rôle des mécanismes de survie. Les mécanismes de survie inconscients, ils sont là.
et vous pouvez décider avec votre volonté de oui, ben maintenant je vais accepter ma tristesse. Si tu t'es pris une vague émotionnelle à 10 ans et que ta mère t'a dit plus jamais sèche tes larmes, machin, tu peux faire ce que tu veux, tant que tu n'as pas été libéré ça. Et c'est là où ça peut être intéressant de se faire accompagner spécifiquement sur ça. Et tant que tu n'as pas dissous la charge émotionnelle, en fait, si vous voulez, nous avec Théo, en fait, on ne fait pas ça. On fait pas ça. Nous, ce qu'on fait, c'est dissoudre ça. Et quand on dissout ça, la partie se réintègre d'elle-même, sans aucun effort de volonté. Mais nous, on ne comprend pas qu'on peut changer sans volonté. Mais moi, plus j'avance dans ma vie, moins j'utilise ma volonté, et plus j'ai de résultats. Donc ça, c'est cool en plus. Ouais. Donc, quand je voyais ton schéma, enfin votre schéma, c'est comme ça. Je vois plein de trous donc à l'extérieur, comme les trous de gruyère. Et en fait, j'ai plutôt cette image que de l'individu, il y a quelque chose qui peut partir aussi de l'individu. Donc, la conscience d'être un individu ne résout pas tout, mais en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un mouvement aussi qui peut faire tu parlais de volonté, tu dis la volonté suffit, mais moi je me dis aussi c'est l'amour. Enfin, l'amour de retrouver cette intégrité et d'exprimer et de retrouver le lien à l'autre. Ben, je pense que l'amour aussi, partant du cœur et du centre, peut aussi dissoudre des choses. Carrément. Ouais. Bon, voilà, mais c'est exactement ça. En fait, quand on dit aussi dissoudre une charge émotionnelle, c'est toucher avec de l'amour ce qui a été touché avec de la peur ou de la honte ou de la culpabilité ou autre chose. C'est en fait quand on a vécu le trauma, ce qui nous a marqué en fait, c'est pas tant l'événement, c'est que on a refusé qui on était dans ce trauma. Par exemple, moi j'ai détesté le Charles qui s'est senti humilié quand il a levé la main en cours d'histoire géo. Donc lui, je ne l'aimais plus. Je voulais le bannir. Par contre, quand tu vas, éventuellement en accompagnement, aller voir que, putain, mais ce petit Charles, comment il a morflé sur le moment, comment c'était dur pour lui, et quelle stratégie de survie il a dû mettre en place, et que tu viens mettre de l'amour sur ça, et qu'au lieu de lui dire, dégage de moi, tu lui dis, ah non, mais en fait, viens par là, et c'est vraiment ce qu'on fait en séance avec Théo. Bah, en fait, l'ingrédient, c'est comme tu dis, c'est l'amour de soi. Là, on parle que d'amour de soi. Hein. On est éduqué avec du désamour de nous-mêmes pour se séparer de certaines parties de nous. Ce qui guérit, c'est l'amour de nous. Bon, on pourrait faire toute une conférence sur ce qu'est l'amour de soi, mais évidemment que c'est aller s'aimer aux endroits où les autres ne nous ont pas aimés, ou voire même surtout on ne s'est pas aimé. Hier soir, une séance que j'avais, on est allé visiter un trauma qu'il a vécu, où sa mère avait des crises de bipolarité, et lui avait dit, elle avait dit à ses frères et sœurs, je sais que vous conspirez contre moi, enfin on est parti dans une hallucination, voilà. Et lui, ça l'a traumatisé. Et je lui ai dit, tu serais OK pour qu'on aille visiter ce trauma-là? Et puis la première réaction, c'était quoi? C'est, bon, en fait, je vois pas l'intérêt, c'était un pauvre type, le gars à l'époque, en parlant de lui, de qui il était à l'époque. Ça, c'est comme on se traite, ça. On déteste, en fait, les versions de nous qui ont vécu le trauma. Parce qu'en fait, on croit que c'est de notre faute. On croit qu'on aurait dû réagir différemment, qu'on n'aurait pas dû être autant touché. Donc il y a plein de parties de nous, en fait, c'est nous-mêmes qui nous détestons, hein. C'est pas l'extérieur. C'est nous-mêmes qui avons dit, non, toi, non, tu corresponds pas à l'image que je veux avoir de moi, hop, je mets à l'extérieur. Et quand tu te mets à aimer ça, aimer le Charles qui était détruit sur le moment parce que le prof d'histoire géo lui avait dit ça, bah, c'est ce qui va me permettre de réintégrer la partie de moi. Mais tant que je l'aime pas et que je veux pas de lui, il se passe rien. Dans le cas d'un trauma inconscient, justement, donc qui se manifeste, enfin, qui vient du symptôme du victime, par exemple, dans ce cas-là, comment dissoudre une charge émotionnelle, puisqu'on ne sait pas. Enfin, il faut prendre conscience d'un individu. Non, en fait, bon, vous avez tous vu qu'on n'a pas beaucoup de souvenirs de notre enfance. Moi, personnellement, je me souviens, je peux vous faire une liste de 15 souvenirs, le reste, il y a 99%, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce qui est génial, c'est que quand on est en séance, par exemple, ce qui a besoin d'émerger, émerge. Et souvent, on a des trucs du genre, putain, mais je me souvenais pas de ce truc-là, mais c'est vrai qu'il y a eu ça, et il y a ma mère qui m'avait dit ça, et machin, et il y a le truc qui remonte à la conscience. Donc ça, c'est quand on se fait éventuellement accompagner, et ça peut être cool, tu vois, de conscientiser le trauma, mais ça suffit pas. Et quand on disait qu'il n'y a même pas besoin de se rappeler, c'est juste que de toute façon, la vie va nous ramener les situations guérissantes dont on a besoin. Donc au moment où tu te refais abandonner,
t'as même pas besoin de savoir que ça fait écho à quand t'avais 4 ans et que ton père est parti, on s'en fout. Tu peux, c'est cool si tu t'en souviens, mais en fait t'as même pas besoin. Laisse-toi traverser par l'émotion, ce qui est facile à dire, moins facile à faire, et c'est fini. Ça va, ça répond? Moi j'aimerais que vous puissiez développer un peu les techniques que vous utilisez, comment ça se... La fameuse question. On a tout le temps cette question. Juste une petite question. Enfin, c'est un peu, je veux pas faire votre boulot. J'ai juste une petite question par rapport à un symptôme physique. Vous arrivez, on fait un lien facilement entre un symptôme physique précis et un trauma, ou une charge émotionnelle. Alors, plus ou moins facilement, des fois c'est rapide, des fois c'est moins rapide, mais en tout cas pas dans le sens où on n'a pas un tableau, tu vois, de t'as mal à l'oreille, donc ça correspond à... Oui, il n'y a pas de truc tu vois. Même si ça existe, il y a des bouquins qui sont écrits là-dessus, des symptômes physiques qui renvoient à des choses. Merci. Du coup, le côté pratique, c'est ça? Savoir un peu quels sont les outils, comment pratiquer. Moi, je peux parler peut-être de la cause profonde. Oui, vas-y. Non, vas-y, après, ok. Théo et moi, on a 2 moyens différents d'y arriver. Moi, j'ai pas de technique particulière, c'est mon vécu en tant qu'accompagnant, etc., qui font que je mélange plein de trucs différents. Mais le but, à chaque fois, ça va être le même, c'est aller trouver l'émotionnel non vécu et dissoudre la charge. Mais moi, en tout cas, je fais pas par de l'EMDR ou par de l'hypnose ou par machin. Et puis toi, Théo? En fait, Charles et moi, Charles il fait du Charles, moi Théo il fait du Théo. On suit tous les deux, j'ai envie de dire, les mêmes grands principes. Après, on y met notre forme précise. Vraiment, là, l'expertise, pour le coup, pour trouver la cause profonde d'un mal-être, d'un symptôme qu'on peut vivre, c'est simplement partir du symptôme. Nous, on a un processus pour ça, mais je vous l'explique, on va dire assez grossièrement. Et je parle du symptôme. Petit à petit, justement, l'idée c'est de voir qu'est-ce que le symptôme, dans le fond, me fait ressentir, au-delà de, par exemple, la colère, au-delà de toutes ces petites émotions de surface, quel, justement, ressentiment ça vient me faire revivre. Et ce ressentiment, à quel moment de ma vie j'ai pu le vivre, et dans ces situations, ces symptômes, ces traumas que j'ai pu vivre, quelle était ma perception initiale. Et donc la perception, justement, va générer la charge émotionnelle qui va par elle-même faire émerger des symptômes dans nos vies. Donc ça, du coup, c'est vraiment, je dirais, le process pour trouver la cause profonde d'un symptôme qu'une personne peut vivre. Après la réintégration, la perception, c'est plutôt déséquilibrée. Je vous ai dit tout à l'heure, la tristesse, c'est du coup juste la perception que j'ai plus perdu que gagné. La peur, c'est la perception que dans le futur, je vais vivre plus de mal que de bien. La colère, c'est la perception que quelqu'un a fait ou été quelque chose qui m'a mis plus de mal que de bien. Enfin, voilà, j'ai ça en fait avec toutes les émotions. Et le truc, c'est tout simplement, quand on vient rééquilibrer les choses, à mon sens, quand on vient justement voir la vie, pas avec nos perceptions, mais telle qu'elle est, c'est-à-dire comme étant autant bonne que négative, autant positive que négative, à ce moment-là, justement, je peux ressentir de l'amour. Quand je viens voir que, justement, la vie a été aidante, a été challengeante et soutenante vis-à-vis de moi, je peux ressentir de l'amour. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'amour, c'est justement la synthèse et la synchronicité des opposés complémentaires. C'est une phrase assez complexe, tout simplement pour dire que quand je peux voir qu'il y a eu à la fois du chaos et de l'ordre dans ma vie, je peux ressentir de l'amour. Et justement, cet amour-là, pour moi, va effacer cette charge émotionnelle qu'il peut y avoir dans ma vie, parce que elle est l'expression d'un désamour que je peux avoir vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la situation, vis-à-vis du monde, et du coup, la réintégration va se faire naturellement. Donc, voilà. Donc c'est un processus mental. C'est un processus qui, bien sûr, on peut dire mental parce que on le fait par une qualité de raisonnement. Avec Théo. Avec moi, par exemple, c'est l'inverse. C'est justement pour ça que tu vois qu'on travaille. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Après, en fait, vraiment la réintégration, moi, par exemple, je sais que je passe d'abord par le mental pour ensuite que ça touche le corps. Charles, lui, c'est plutôt l'inverse. Il passe par le corps et après il est inconscient.
ça devient conscient. Voilà. Mais c'est pris dans une globalité. C'est ça, c'est pris dans une globalité. Mais de toute façon, si ça touche pas l'émotionnel, il se passe pas grand-chose. Ouais. Enfin, si on peut raisonner autant qu'on veut. Et en fait, c'est de l'échange, c'est de la parole qui amène à un émotionnel qui émerge à un moment donné. Ça ne s'appuie pas sur une technique méditative, hypnose. Rien. Non, même si on pourrait dire que les gens qu'on accompagne, enfin moi, à un moment donné, ils sont tous en état modifié de conscience, mais pas dans le sens où j'appliquerais un truc et j'appuierais sur l'épaule et puis hop, il tombe comme ça. Ah bah non, mais c'est pour ça. Non, mais je veux dire, il y a des praticiens qui utilisent ça marche moins bien. En plus, oui. Je peux mimer le truc. Hypnothérapeutique, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions? Concrètement, c'est l'histoire d'une vie quand même. C'est-à-dire Des vies en soi, tout à l'heure c'était l'histoire de l'oignon dont parlait Jules Leroy. Un coaching, c'est un début, c'est une fin. Et après, on est autonome. Ouais. C'est ça l'idée. Oui, bien sûr. Parce que, en fait, des traumas, on en a. Ça le montre, on en a des. Autant que. Le jour qu'il nous reste à vivre, en fait, à réintégrer. Du coup, c'est un processus qui va être pour chacun avec une temporalité différente, j'imagine. Ouais, alors nous, nos accompagnements, c'est basé sur une temporalité qui est la même pour tous. Mais évidemment que... Enfin, moi, j'aimerais démystifier ce truc-là avec les couches d'oignon. En fait, je serais heureux quand j'aurai enlevé toutes les couches de l'oignon. Il faut juste arrêter. Ou quand j'aurai guéri tous mes traumas. Dans ce cas-là, bonne chance pour être heureux. Parce que tu n'auras jamais guéri tous tes traumas. Donc l'idée, c'est pas de guérir tous ces traumas, c'est quand il y a un truc qui me fait suffisamment souffrir dans ma vie et que je sens que j'ai besoin de travailler sur ça, entre guillemets, je le fais. Mais pendant le chemin, ça n'empêche pas d'être heureux, quoi. Oui, c'est un processus de libération. Ouais, c'est ça. Progressive. Ouais. Et ce qui est, je dirais, vraiment bien avec, pour le coup, ce qu'on propose avec Charles, c'est que justement pendant l'accompagnement, nous, on accompagne la personne à faire ce processus de réintégration. Mais après, vu qu'on a rendu tout ça conscient, justement, elle a des ressources pour pouvoir vivre, des outils pour pouvoir vivre et appréhender le futur. Parce que bien sûr, ça c'est un schéma qui se répète parce que à chaque instant, j'ai une raison. Enfin, quand j'ai atteint un but dans ma vie, j'en ai un autre. Et quand j'ai atteint un but, j'en ai un autre. Donc du coup, à chaque but qui arrive dans ma vie, j'ai des causes du coup qui se mettent j'appelle ça en révolution, quoi. Donc voilà. Et je fais juste un parallèle. En fait, évidemment, je pense que c'est quand on parle du deuil, par exemple, on parle souvent de blessure et en fait, on parle aussi de la cicatrice qui va rester. Et je pense que aussi dans ce que tu es en train d'expliquer, Théo, c'est qu'on réintègre, mais en fait, je pense qu'il reste une cicatrice et que quand on va vivre les choses, on va revivre ce sentiment de honte, de culpabilité ou autre, en fait, on va faire appel à ce qu'on a compris pour du coup vivre les choses autrement et qu'on aura un peu purifié. Alors, on sera toujours touché, mais pas blessé, pas comme une Ouais, l'idée, c'est vraiment pas de supprimer les émotions de nos vies, mais l'idée, c'est d'être OK avec ces émotions. L'idée, c'est pas de se dire mon but. Il y en a beaucoup qui commencent l'accompagnement comme ça en se disant j'aimerais ne plus être blessé j'aimerais ne plus ressentir la tristesse, ne plus ressentir de la peur, j'aimerais ressentir que du bonheur. C'est facile. Il y en a vraiment beaucoup et des fois c'est pas forcément comme ça que c'est dit, mais dans l'inconscient et dans l'énergie de la personne, c'est vraiment ça que c'est dit. Solution miracle. Donc pour le coup, nous, c'est pas tellement notre manière de voir le monde, de voir les choses. Notre manière de voir les choses, c'est vraiment aider l'être humain à être OK avec toutes les parties d'elle pour justement les utiliser au service de sa vie et de sa raison d'être. Oui, et quand même qu'on se rende compte, il y a une phrase stoïcienne qui dit « ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais les perceptions et les jugements qu'on a sur les choses ». En fait, là, on est vraiment en plein dedans. C'est quand même se rendre compte de comment on émet des jugements sur les événements, sur les circonstances, sur tout ce qui nous arrive.
et des perceptions émotionnelles. Après, le piège de ça, c'est quand on se dit, quand on se juge d'avoir eu telle ou telle perception et qu'on se dit, ben non, en fait, tu aurais dû avoir une autre perception. Oui, et, bon. Non, Tu mais n'aurais pas dû avoir de perception. Oui, voilà, tu aurais dû quand même voir la réalité et pas te sentir blessé. C'est ce qui est intéressant, ce que tu as dit tout à l'heure, il y a un exercice vraiment intéressant quand on a eu par exemple un trauma d'enfance, c'est de se dire, et maintenant moi, à mon âge, avec mon expérience, comment je vivrais quelque chose comme ça. Et là, ça m'est arrivé très souvent de guérir des trucs d'enfance en se disant, parce que ça, c'est exactement ça. Quand on est môme, on n'a pas les moyens rationnels ou émotionnels même pour réagir correctement. Mais quand on est plus adulte, enfin bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Ça. Dans la même situation, je ferais quoi? Ah ben, je ferais toute autre chose. Tu vois, toi, maintenant, avec ton prof de géo, moi, je mettrais de d'histoire, non, tu lui dirais, pour une fois que vous avez un élève qui fait des recherches, oui, vous devriez l'accueillir mieux. Voilà, est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Moi aussi. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bon ben voilà, normalement tu as de la clarté sur d'où proviennent réellement les symptômes qu'on vit, et tu as vu qu'on a parlé de symptômes de manière très très vaste dans la vidéo. Ça peut être des symptômes d'anxiété, de fatigue, de déprime, de procrastination, de manque de confiance, ça peut aller jusqu'à des symptômes physiques, ça peut aller jusqu'à la maladie. On accompagne aussi des personnes qui ont été étiquetées avec tout un tas de syndromes hypersensibles, TDAH, bipolaires, etc., etc. Tu as normalement compris aussi pourquoi, à partir du moment où on essaye de mettre un pansement sur le problème en traitant les symptômes, mais ça ne peut pas marcher sur du long terme. On va juste rentrer dans un cercle vicieux. Et tu as normalement aussi saisi comment on faisait, du coup, pour aller à la racine de ces symptômes en réintégrant les parties de soi qui ont besoin d'être réintégrées. C'est notre spécialité avec Théo. C'est ce qu'on fait à travers ce qu'on appelait avant le processus de réintégration individuelle et ce que maintenant on appelle l'antiméthode IJTPN. Et du coup, si toi, tu as vraiment envie de te libérer en profondeur et d'aller à la racine de tes symptômes, ben, on a créé une séance qui est dédiée à ça, qui s'appelle la séance Cause profonde. Cette séance, elle dure 1 heure, elle se passe en visio, et l'objectif de cette séance, c'est justement d'aller identifier et comprendre la cause profonde de tes symptômes. C'est-à-dire que toi, tu vas arriver avec ta problématique, et ce, peu importe la problématique, et on va aller identifier quelle est la cause profonde et traiter cette cause profonde. Ça va pas être seulement un travail intellectuel, c'est pas seulement on va te dire ah oui, ben en fait, si tu vis tel symptôme, c'est parce que tel événement dans ton passé. Non, non, ça va pas se passer comme ça. C'est pas juste une séance diagnostique, c'est une séance qui est déjà libératrice et où il va déjà y avoir de la transformation. Elle est uniquement réservée, cette séance, aux personnes qui nous découvrent, c'est-à-dire aux personnes qui n'ont pas encore suivi d'accompagnement avec nous. Et elle est à un tarif préférentiel de 60 € au lieu de 120. On met ce tarif préférentiel en place tout simplement parce que on sait que si tu nous découvres là et que tu as seulement vu quelques vidéos de nous, bah, ton degré de confiance en nous n'est pas encore au maximum et tu as encore peut-être des doutes. Donc, on propose ce tarif préférentiel pour te faciliter l'accès à cette séance. Si tu veux réserver cette séance, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le bouton qui est juste en dessous. Tu cliques dessus, tu choisis ton créneau et tu réserves ta séance. Voilà, on se retrouve peut-être en séance, ce sera un plaisir de t'aider et de t'accompagner. Et puis, je te dis à très vite.